Bienvenue au Balado Vision. Dans ces capsules, nous aborderons différents sujets pour faciliter la transition vers le marché du travail. Développé pour et par les étudiantes et étudiants, le programme Vision vise l'acquisition de nombreuses compétences essentielles à la poursuite d'une carrière épanouie dans tous les milieux. Mon nom est Mélina, je suis étudiante au doctorat et je vais animer la capsule d'aujourd'hui qui portera sur la réalité du marché de l'emploi pour les étudiants au cycle supérieur. Pour en parler, on reçoit Marie-Andrée Lévesque, qui est présidente et fondatrice de Caméléon RH. Caméléon RH conseille et aide les entreprises à devenir meilleures dans leurs activités de recrutement en offrant des services de recrutement pour leur apporter une clarté, de la vélocité et une tranquillité d'esprit. En parallèle, ils aident les chercheurs d'emploi à trouver des opportunités de carrière qui cadrent leurs valeurs et leurs objectifs professionnels et personnels. Bienvenue Marie-Andrée, merci de te joindre à nous. Merci Mélina pour l'invitation. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu du marché de l'emploi actuel et qu'est-ce que cela représente pour les nouveaux diplômés? Tout à fait. En fait, les entreprises, ils cherchent des professionnels qui sont capables de s'adapter. On l'a vu avec la COVID. La COVID a fait une accélération au niveau de tout ce qui est la transition pour le travail en télétravail. Même si maintenant, les entreprises rappellent leurs gens pour venir dans les bureaux, il y a quand même un mode hybride. La plupart des entreprises offrent une flexibilité au niveau du télétravail puis du travail en bureau. Ce que ça veut dire, c'est que les nouveaux étudiants qui vont rentrer sur le marché du travail devront être capables de s'adapter en fait, à cette réalité-là. Et donc, d'être capable aussi d'être autonome, parce qu'en fait, ils n'auront pas nécessairement tout le temps quelqu'un avec eux pour faire la formation, acquérir les compétences technologiques, parce qu'en fait, on doit travailler beaucoup avec les outils techno là, quand on est en télétravail. Puis aussi, être sensible, en fait, d'aller chercher du feedback, d'aller chercher de la rétroaction. Puis ça, on dit au niveau diplômé de rester informé sur les tendances du marché de l'emploi dans leur domaine spécifique, de développer des compétences adaptatives, de favoriser également tout ce qui est réseau professionnel pour se faire connaître, puis justement aller chercher des nouveaux contacts dans l'industrie. Et est-ce que tu penses que la pénurie de main-d'œuvre est une bonne chose pour les personnes à la recherche d'un emploi? Bien, moi, je pense que oui, en fait, parce que ce qui arrive actuellement, c'est qu'avec la pénurie de la main-d'œuvre, bien, les entreprises ne sont pas capables d'aller chercher nécessairement les candidats qu'ils souhaitent dans leur tête. Parce qu'une entreprise, quand il recherche un employé, ce qu'il fait, c'est qu'il va décrire, en fait, le profil souhaité avec les compétences recherchées. Puis, quand il arrive sur le marché de l'emploi, en affichant son poste ou en faisant affaire avec des firmes externes de recrutement, bien, il se rend compte que des fois, le profil parfait n'existe pas. Ce qui arrive, en fait, c'est qu'il va ouvrir son champ de recherche et là, va être intéressé justement à des profils qui ont peut-être un peu moins d'expérience ou justement là, des étudiants là, qui peuvent terminer leur carrière. Fait que ce que ça fait, c'est que ça ouvre le marché de l'emploi pour les étudiants, notamment au doctorat, mais ce que ça fait aussi, c'est que ça crée quand même beaucoup de compétition parce que quand on est au doctorat, le marché est peut-être plus restreint, on est en compétition avec un bassin d'étudiants qui est plus restreint. Quand on arrive sur le marché du travail, ce que ça fait, c'est qu'on est le marché est beaucoup plus grand, donc la compétition, évidemment, elle est plus grande. Fait que c'est un avantage parce que l'étudiant, en fait, ça fait proposer des opportunités pour lesquelles il n'y aurait peut-être pas eu l'opportunité dans le passé. Mais ce que ça fait, c'est qu'il y a une compétition aussi quand même sur le marché. Donc là, il faut être capable de démontrer nos compétences puis notre valeur qu'on peut offrir à l'entreprise durant les processus de recrutement. Ah, c'est vraiment intéressant. Et sur quel type d'opportunité, quel type d'opportunité s'offre à nous? Quels sont les emplois présentement disponibles? Je pense qu'il y en a plein, en fait, puis je pense que ça dépend toujours de l'intérêt de l'individu. En fait, je donne un exemple. Quelqu'un qui veut rester dans le secteur de la recherche, bien, va aller vers des carrières qui est peut-être plus académiques, en laboratoire, par exemple, ou dans des entreprises qui offrent ce genre de recherche et développement. Quelqu'un qui dit, bien, moi, j'ai le goût d'avoir un poste qui est plus terrain, va aller plus vers l'entreprise corporative. Donc, peut-être plus des postes en gestion de projet, en consultation. Il y en a aussi qui vont décider d'ouvrir leur propre entreprise. On pense aux nutritionnistes, les psychologues, les dentistes. Ils vont ouvrir leur cabinet, puis vont partir leur clientèle. Puis, tu sais, il peut être le domaine fédéral, bien, gouvernemental également aussi. Ça peut être une avenue super intéressante pour les gens en doctorat. Fait que le marché, il est quand même très large. Fait que là, c'est important que l'étudiant comprenne exactement ce qu'il recherche, puis qu'est-ce qu'il veut là, accomplir dans sa carrière à ce moment-là. Et une question que je me pose en tant que futur diplômé au cycle supérieur, est-ce qu'on doit commencer au bas de l'échelle, comme stagiaire ou assistant, ou est-ce que notre niveau d'éducation est assez pour commencer à travailler immédiatement dans le domaine qui nous intéresse? Bien, encore là, ça dépend de l'intérêt. Je donne un exemple, puis ça dépend de l'étudiant aussi, parce que des fois, on a l'idée que l'étudiant qui gradue au doctorat a fait son bac, a fait sa maîtrise, puis a fait son doctorat. Des fois, il y a des étudiants qui ont fait leur bac,
sont allés travailler, ils ont fait leur maîtrise, puis après, sont retournés sur les bancs d'études pour faire justement leur doctorat. Donc, ils ont quand même de l'expérience professionnelle de cumuler. Si on prend quelqu'un là, qui a vraiment fait le parcours là, linéaire, là, de bac, maîtrise, doctorat, bien, à ce moment-là, cette personne-là se retrouve avec de l'expérience qui est très technique, en recherche notamment, et là, va arriver sur le marché de l'emploi avec peut-être moins d'expérience, comme on dit, professionnelle. OK? Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est définir qu'est-ce qu'on recherche, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut travailler en recherche? Est-ce qu'on veut aller travailler, par exemple, dans des laboratoires, dans des entreprises pharmaceutiques, peu importe? On va aller chercher de l'expérience terrain. Fait que moi, ce que je dis toujours aux étudiants, c'est, dépendamment où tu veux aller dans ta carrière, va chercher un emploi qui va aller te permettre de développer des compétences professionnelles. Donc, ça peut être un poste de stagiaire, ça peut être un poste d'entrée, ça peut être un poste d'intermédiaire. Je pense que le facteur motivationnel, là, c'est vraiment comment je vais amener à me développer comme individu dans ce poste-là et non seulement un facteur au niveau du salaire. Des fois, j'entends des étudiants dire « Oui, mais cette entreprise-là m'offre 2-3 000 de plus. » C'est le fun, hein, on s'entend, là, c'est toujours le fun d'avoir plus de sous dans nos poches. Mais dans 5 à 10 ans, l'investissement, en fait, va être beaucoup plus payant si tu investis sur toi puis un emploi, en fait, qui te permet de te développer comme individu. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut vraiment regarder le poste en soi, ce que le poste t'apporte, ce que l'entreprise t'apporte également, puis baser ta décision sur ces facteurs-là au lieu juste d'un « Ouais, mais là, c'est un poste d'entrée ou le salaire, par exemple. » C'est un très bon conseil, je pense. Et qu'est-ce que les entreprises recherchent chez leurs futurs employés? Oui. Quand on regarde au niveau des étudiants au doctorat, en fait, souvent, on a des profils très experts, très techniques, parce qu'on fait de la recherche, puis on dédie, en fait, une partie de leur vie, là, tu le vis toi-même, en fait, là, de dire, j'ai fait ça pendant 4 ans, 5 ans, dépendamment, c'est comment on étend, en fait, la recherche ou l'étude. Puis quand on arrive en entreprise, en fait, c'est le discours qu'il faut adapter. Parce que ce que l'entreprise veut, c'est vraiment, on va vraiment dans le milieu corporatif, donc appliqué en entreprise privée ou publique, peu importe. Ce que l'entreprise veut, c'est d'être capable de démontrer que tu as acquis des compétences quand tu es étudiant et que tu es capable de les transférer. Fait que oui, l'expertise est intéressante, mais souvent, le candidat, en fait, va appliquer sur un poste dont son expertise de recherche n'est pas nécessairement en lien. Ce qui est fâchant, c'est que le candidat va dire « Oui, mais j'ai étudié tant d'années », puis là, il sent un peu comment je peux dire ça, contraint, parce qu'il dit « Ah, bien là, mon expertise est plus importante pour l'entreprise. » En fait, c'est pas tant ça que l'entreprise veut voir, il veut voir si tu as les compétences de recherche, si tu es capable, qu'est-ce que tu as été capable d'accomplir dans les projets de recherche que tu as fait. Fait qu'on voit vraiment les compétences que tu es autonome. La personne est capable de prendre un projet de A à Z, de le mettre en place, de gérer le projet, donc les budgets, les délais, les différents milestones que le projet doit atteindre, en fait, dans son cours de vie. Est-ce que la personne est capable de résoudre des problèmes? Est-ce qu'elle est capable de travailler en équipe? En collaboration, avoir de l'impact, de l'influence, partager son point de vue, aller obtenir du feedback. Fait que c'est vraiment, d'être capable de s'adapter, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en entreprise, des fois, il y a un contexte, il y a des besoins de clients, il y a des besoins de fournisseurs, bref, plein de choses qui font en sorte que ça peut changer de tout un coup là, dans une entreprise. Fait que c'est l'entreprise qu'elle veut voir, c'est est-ce que la personne va être capable de s'adapter à mon contexte, à mon organisation par rapport à ses besoins. Fait que c'est important que le candidat démontre toutes ces petites aptitudes-là, puis démontre comment il l'a réalisé dans le courant de ses recherches universitaires dans son doctorat. Et c'est quand même rare qu'on voit des emplois qui exigent un doctorat pour appliquer. Alors, sur quel type de poste tu dirais que les doctorants peuvent poser leur candidature? Mais moi, je pense qu'encore une fois, il faut regarder vraiment les responsabilités du poste, parce qu'en fait, une entreprise, d'autant plus le contexte de pénurie de main-d'œuvre, si elle indique dans un de ses requis qu'elle cherche absolument quelqu'un qui a un doctorat, à moins que c'est vraiment essentiel. On a des entreprises avec lesquelles on travaille qui sont dans le secteur pharmaceutique, médical ou de la recherche, je trouve que c'est vraiment requis parce que c'est un requis du poste, donc ça va être indiqué. Si l'entreprise se dit « OK, si j'indique ça, je vais être super limitée dans mon bassin de candidature », bien là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne le mettront pas. Ils vont mettre un bac ou une maîtrise pour ouvrir le bassin de candidature. Fait que je pense que quand on est candidat, on voit un poste et le poste nous intéresse. Donc, la vision de l'entreprise nous intéresse, la mission, le mandat, en fait, du rôle nous intéresse, puis les rôles et responsabilités nous intéressent, même si mon expertise académique ne matche pas exactement ce que l'entreprise cherche, moi, je dirais d'appliquer. Parce qu'en fait, c'est une porte d'entrée. Ce qu'on veut, c'est une première opportunité, donc rentrer dans l'entreprise. Donc, vraiment, de se dire, OK, bien, j'essaye, tu sais. Puis, dans le pire des cas, c'est un non.
OK? Donc, tu sais, moi, je pense qu'il ne faut pas se dire « Ah, je fit pas les 15 requis du poste. Tu sais, appliquez, mais faites attention, n'allez pas non plus appliquer sur des postes de directeur, de vice-président. On essaie de juger, là, aller à un rôle de junior, de stagiaire, intermédiaire. Puis je pense que généralement, c'est pertinent. Puis vous allez appliquer, puis peut-être que vous allez avoir des belles rencontres, puis des belles opportunités qui vont se présenter. Et quels sont les meilleurs endroits pour chercher des opportunités? Oui, il y en a plein, OK? Il y a évidemment des sites spécialisés, par exemple Indeed, Glassdoor, LinkedIn, où ils vont afficher des emplois. Par contre, juste 20 des postes qui sont affichés aussi. Parce que les entreprises se disent, bien, quand j'affiche, je n'ai pas assez de candidats, donc ils vont faire affaire avec des firmes externes de chasseurs de tête ou autres pour aller chercher des candidats. Donc, ou ils vont faire la promotion interne aussi, travailler avec du référencement interne. Fait que moi, je me dis, allez voir ce qui est affiché sur les sites d'emploi, comme je disais tout à l'heure, Indeed, LinkedIn, Jobboom ou autres. Allez sur les sites des entreprises qui vous intéressent, allez dans la section carrière pour voir les opportunités qui sont identifiées. Mais aussi, faites du networking. Le réseautage, là, sérieusement, c'est la clé numéro 1. Donc, allez cibler des compagnies qui vous intéressent, allez vous connecter avec les directeurs de différents départements qui vous intéressent sur LinkedIn, envoyez leur un message « Hey, je vais graduer, par exemple, à la fin de cette session-ci. Je suis à la recherche d'un emploi, j'aimerais discuter. » Puis vous allez être surpris de voir à quel point les gens sont ouverts d'échanger avec des candidats. Okay. Donc, le networking aussi, c'est une option intéressante. Voir avec l'université aussi, généralement, ils ont des relations avec différentes entreprises, ça peut être intéressant. Puis les salons de l'emploi, vous en avez à l'université, des entreprises qui vont venir afficher leurs couleurs dans les corridors de l'université. Allez les rencontrer. Il suffit d'un contact, puis on s'en rappelle. Les recruteurs se rappellent des gens. On est bon pour ça, dans le fond, c'est notre force. Donc, allez les voir, présentez-vous, dites-leur vos intentions, puis connectez-vous sur LinkedIn, faites un suivi. On s'est rencontrés hier au Salon de l'emploi. N'oubliez pas, je suis à la recherche d'un emploi, donc vous allez être impressionnés de voir que des opportunités peuvent se créer aussi de cette façon-là, autre que les affichages traditionnels. OK. Et souvent, sur les sites de recherche d'emploi, là, on peut soumettre notre CV, mais aussi une lettre de motivation. Oui. Est-ce qu'on doit encore rédiger des lettres de motivation ou est-ce que c'est démodé? Est-ce que quelqu'un les lit réellement? Ah, ça, c'est la question, là. Moi, les lettres de motivation, j'ai mon opinion, mais son importance varie, en fait, puis selon d'une industrie à l'autre, selon d'une personne à l'autre. En fait, quand c'est absolument requis, OK, des fois, vous allez appliquer sur un emploi, ils vont vous demander votre CV, puis là, tu ne peux pas faire suivant parce que ça prend une lettre de présentation ou une lettre de motivation. Ça vaut la peine. Bien là, vous n'avez pas le choix, vous devez en faire une. Honnêtement, la plupart des gens ne la lisent pas. Puis ce qui arrive, en fait, c'est que les candidats envoient tellement de CV qu'ils envoient leur lettre de présentation avec le nom d'une autre entreprise pour laquelle ils ont appliqué. Puis là, finalement, on voit qu'ils ne l'ont pas relu. Puis là, ça donne un drôle d'impression. Fait que moi, je me dis, si tu n'as pas le temps d'en faire une, OK, puis tu ne sais pas quoi écrire, envoie ton CV. Si c'est absolument requis, bien là, tu vas pouvoir faire une lettre de motivation, puis là, ça va être demandé. Mais je te dirais que l'important, c'est que ton CV soit bien fait, qu'il soit clair, qu'il soit bien présenté. Puis ça a beaucoup plus d'impact que la lettre de motivation. Fait que ça, c'est mon feedback. J'ai l'impression, avec ce que tu disais avant aussi, que c'est peut-être plus intéressant d'aller faire du networking, justement, du réseautage avec ces entreprises-là, puis se présenter de cette façon-là, Ouais. avec une lettre de motivation qui, finalement, est peut-être pas lue ou il y a des erreurs. Oui, ou tu sais, bonjour monsieur, puis c'est une madame qui reçoit le CV, puis ou j'applique à telle entreprise, puis c'est une autre entreprise. Oui, ça, c'est l'horreur, honnêtement. Puis oui, tu sais, d'envoyer votre CV. Puis des fois, c'est indiqué dans l'affichage de poste que le poste se rapporte à telle vice-présidence ou tel département. Allez trouver sur LinkedIn le directeur du département, puis envoyer un petit message. « By the way, tu sais, mon nom, c'est Marie-André, j'ai appliqué sur le rôle, j'ai cru comprendre que c'était vous qui étiez responsable de ce poste-là. J'ai beaucoup d'intérêt, donc peut-être m'informer des prochaines étapes de processus de recrutement. » Tu sais, les gens, ils se disent « Elle a pris la peine, ça prend du courage. » Donc, tu sais, ce qui peut arriver, c'est juste que le directeur va dire à ses ressources humaines ou à son recruteur « Hey, j'ai telle personne qui a appliqué, puis tu regarder son CV. » Fait que ça, c'est vrai dans les entreprises. Par contre, il y a des entreprises qui ont des processus super structurés, des concours, on le voit beaucoup dans le domaine public, là, où ils ont des concours à respecter. Peut-être que les gens vont vous dire « Mais parfait, si tu as appliqué, on a reçu ton CV, on va l'analyser, puis on va te revenir. » Respectons, en fait, ce que la personne va dire. Tout à fait. Et si on parle un peu de CV, au cycle supérieur, on devient très bon pour faire notre CV de recherche. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, mais on ne va pas nécessairement travailler dans le milieu de la recherche.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différences entre le CV de recherche et le CV corporatif? Tout à fait. Un CV de recherche, tu l'as dit, hein, vous le travaillez beaucoup dans le cadre de votre programme. C'est un CV qui est beaucoup plus scientifique. Fait que vous allez mettre de l'avant davantage vos réalisations de projets, ce que vous avez trouvé aussi comme résultat de recherche. En fait, les articles scientifiques, vous allez les mettre. Ce qu'on veut voir dans le domaine scientifique, c'est combien d'articles vous avez fait, où, à quel journal ou à quelle revue, etc. Ça donne beaucoup de notoriété dans un CV. C'est ce que le CV scientifique va rechercher. L'entreprise privée, donc si vous allez vraiment dans le marché de l'emploi pour un emploi qui est autre qu'un de la recherche, ce qu'il va vouloir voir, c'est qu'est-ce que vous avez fait concrètement. Parce que la revue ne la connaît pas. L'expertise, il ne va pas peut-être, à moins qu'il vous embauche pour cette expertise-là bien nichée, bien pointue, et là, il va avoir besoin d'un CV plus scientifique. Mais s'il vous embauche dans un rôle de, par exemple, chargé de projet, bien là, ce qu'on veut voir dans le chargé de projet, ce n'est pas les 15 articles, dans le fond, parce que oui, je ne connais pas les revues, je ne comprends pas le sujet, etc. Ce qu'on veut voir, en fait, c'est plus de dire, OK, concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Donc, j'ai pris en charge un projet de recherche. Est-ce que tu avais des gens qui collaboraient avec toi, des assistants de recherche? Des fois, il y en a là, avec lesquels vous travaillez. Il y en avait combien? Est-ce que vous aviez un budget? Est-ce que vous avez des délais? Puis ça a été quoi concrètement les réalisations, point de vue plus pratique? Donc, on a trouvé... on a été capable de réduire les délais de recherche de tant de pourcentage. Puis, qu'est-ce que j'ai fait concrètement dans ce projet-là? Je pense que des fois, vous pouvez être plusieurs à travailler sur une thématique. Donc, de dire vraiment, c'est quoi ton rôle, tes responsabilités. Fait que c'est plus adapté sur ton poste, les compétences, en fait, que tu es allé développer. Fait que l'adaptabilité, gestion de projet, résoudre les problèmes. Ça peut être l'aspect analytique aussi, que les réalisations là, vraiment purement scientifiques avec les nombres de recherche ou les prix que vous avez gagnés. Fait qu'il faut faire un entre les deux au niveau du CV. OK. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence son premier emploi professionnel? Mais en fait, c'est super important que vous ayez des objectifs qui sont clairs. Fait que c'est vraiment définir des objectifs professionnels, réalistes pour les premiers mois. Puis ça va vous permettre de rester concentré, d'être capable de mesurer les progrès. Donc, dire, OK, bien, j'ai besoin d'un emploi, qu'est-ce que je veux concrètement, où je veux travailler. Donc, de le définir, ça, de prendre le temps d'y réfléchir pour savoir exactement... ça va être quoi les objectifs que vous allez pouvoir atteindre dans ce premier emploi-là, OK? Donc, puis discuter avec votre gestionnaire aussi de ses attentes à lui, OK? Donc, quand on commence un emploi, bien, on est embauché pour faire un rôle, mais c'est quoi les objectifs à court, moyen, long terme de ce poste-là? Est-ce on a des objectifs précis à atteindre? Est-ce qu'il y a des projets qu'il va falloir débuter? Donc, de vraiment savoir qu'est-ce que vous allez devoir faire, puis justement, être capable d'avoir un plan, parce que sinon, ça devient super stressant. Ça crée de l'anxiété de ne pas savoir ce qu'on fait. Puis honnêtement, quand on commence un premier emploi, les premières semaines sont super déroutantes parce qu'on arrive dans un poste, on ne connaît pas l'entreprise, on ne connaît pas leurs produits, on ne connaît pas les gens, on n'est pas sûr d'être bon. Est-ce qu'on va être bon, être à la hauteur? Il y a le sentiment d'imposteur qui vient se créer des fois dans les premières semaines. Fait que ce qu'on veut, c'est d'avoir des objectifs clairs pour que vous puissiez vous concentrer vraiment sur une tâche ou un projet concret. Après, bien, soyez proactifs. Dans le fond, le but, ce qu'on veut, c'est de pas avoir peur de prendre des initiatives. Si vous avez des idées, si vous avez du feedback, des pistes d'amélioration, d'en parler. Fait que ce qu'on veut, c'est de dire, OK, bien, vous m'avez embauché pour ça, je comprends mes objectifs. Maintenant, ce que vous voulez, c'est contribuer, dans le fond, être capable de pouvoir faire partie de l'équipe. Puis, même si vous êtes nouveau, vos idées sont bonnes. Okay? Des fois, on l'oublie. On dit, je ne vais pas en parler parce que je suis nouveau, mais pourquoi? T'sais, on vous a embauché parce que vous êtes un professionnel. On vous a embauché pour ce qu'on a dans notre cerveau. Hein? On a une matière grise qui est super importante. Donc, ce qu'on veut, c'est les idées de ces personnes-là. Puis d'autant plus que vous arrivez avec des yeux neufs, en fait. Puis ça, c'est intéressant parce que vous arrivez avec une perspective qui est nouvelle. Donc, à ce moment-là, vous voyez plein d'opportunités. Donc, en arrivant en poste, en fait, ça va vous permettre de voir des choses que les autres autour de vous ne voient pas. Fait que soyez proactifs, apportez ces idées-là. N'ayez pas peur de poser des questions. Je pense que c'est super important. Puis après ça, c'est de dire, OK, bien, dans mon rôle actuel, c'est quoi les compétences que mon rôle me demande que je maîtrise moins? Il faut être capable de l'admettre. Donc, si, par exemple, on arrive dans un poste de chargé de projet, je reviens à ce rôle-là parce qu'il y en a beaucoup en entreprise, mais donc, est-ce que je suis capable de gérer des budgets? Est-ce que je suis capable de gérer des échéanciers? Donc, d'être honnête avec soi-même puis de dire, OK, on m'a embauché dans le rôle, mais c'est clair que j'ai des choses à améliorer. Donc, de dire, bien, c'est quoi mes lacunes? Puis, qu'est-ce que je fais, en fait, pour devenir bon dans ces zones-là? Puis, il y a des gens autour de vous, tu sais, ils demandent des conseils, aller chercher du feedback, aller chercher des formations en ligne, quoi que ce soit, ça peut être super intéressant.
Puis, n'oubliez pas votre équilibre de vie professionnelle, personnelle. Des fois, quand on commence un emploi, on s'embarque, puis on donne tout, tout ce qu'on a donné, puis on oublie qu'on a autre chose que travail. Donc, c'est important d'avoir une balance entre les deux parce que ça vous permet de faire des temps d'arrêt puis de prendre du recul également sur votre travail. Puis, on est toujours meilleur quand on est frais et dispo. Puis moi, je pense que justement, rester positif face aux défis, quand on rentre dans un emploi, comme je disais tantôt, bien, c'est déroutant, c'est déstabilisant. Il y a une période d'adaptation aussi, il faut être conscient de ça. Des fois, on arrive sur la lune de miel, puis là, oups, il arrive une situation avec laquelle on n'avait pas prévu. Puis là, il y a un petit down où il y a des difficultés pour lesquelles on fait face. Donc, c'est toujours de rester positif, puis d'être à l'écoute, là, puis d'en parler ouvertement avec votre gestionnaire ou des gens de votre équipe à ce moment-là. C'est vraiment intéressant parce que je me dis des fois, même si je développe une expertise, vu que je fais un doctorat, j'ai l'impression que quand je vais arriver sur le marché de l'emploi, c'est comme, j'ai pas eu d'emploi pendant 4 ans, 6 ans avec la maîtrise. Alors des fois, je me dis, est-ce que je peux arriver avec de la confiance et tout ça? Mais je pense que c'est vrai, je pense que c'est important d'être proactif et tout ça, puis se faire un peu confiance, puis finalement aussi être à l'aise avec le fait qu'on sait pas tout, puis qu'on va apprendre... dans l'entreprise, finalement. Oui, puis ce qu'on voit souvent, c'est que les gens, tu sais, justement, on t'embauche parce qu'on pense que c'est la bonne personne, mais quand on est gestionnaire et qu'on embauche quelqu'un, on sait qu'il n'est pas parfait. Il n'y a pas un humain qui est parfait. Donc, plus qu'on est honnête avec soi-même, plus qu'on est honnête avec ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, plus c'est facile, en fait, d'aller chercher les réponses. Fait qu'on s'attend à ce que les gens ne soient pas parfaits. On s'attend qu'il va y avoir de la formation, puis du coaching, du mentorat à donner. Donc, mais en même temps, rappelez-vous tout le temps ce que vous avez fait dans le passé. Parce que toute cette recherche-là, puis ce travail que vous avez fait là à l'école, à l'université, tu sais, vous en avez des compétences développées. Donc, c'est jamais d'oublier qu'est-ce que je faisais avant, dans mon projet de recherche, par exemple, qui est en lien avec ma situation actuelle qui pourrait m'aider. Okay? Des fois, on voit les candidats sont complètement, les nouveaux employés, en fait, là, sont complètement gelés. Là. Il arrive une situation, je ne sais pas quoi faire. Non, il y a toujours des solutions. Donc, des fois, c'est se rappeler de dire, OK, bien, c'est peut-être pas dans un emploi, mais c'est quand même dans le cadre d'un projet, c'est quand même en collaboration avec des équipes. Donc, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Ça va venir vous aider à pouvoir pallier à la situation avec laquelle vous faites face. Ah, c'est un bon conseil. Ça, j'aime ça faire le parallèle avec le projet de recherche. Et pour terminer, as-tu des conseils pour bien s'intégrer à une nouvelle équipe ou dans un nouveau poste? Et comme on disait tout à l'heure, en fait, on arrive dans un nouvel emploi, on est souvent excité, on est souvent énervé, fébrile un peu. En fait, il y a un paquet de mélanges d'émotions. Là, c'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Mais souvent, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va arriver dans l'entreprise, on va arriver dans les rencontres, puis là, on va avoir un sentiment de « Ah, je vais être à la hauteur ». Tu vas être à la hauteur. OK? Donc, le but, c'est de prendre un pas de recul puis de dire, OK, il y a un nouveau jargon en entreprise, ils utilisent des abréviations qu'on ne connaît pas. Tu sais, moi, j'ai déjà rentré dans une entreprise, je suis arrivée dans un premier meeting, puis j'avais de l'expérience en recrutement. Je suis arrivée dans mon premier meeting, j'ai rien compris. Il y avait des abréviations, ils parlaient en code. Quand je suis sortie de là, j'ai fait « Aïe, aïe, j'ai rien compris du meeting ». Puis j'allais voir ma gestionnaire, j'ai dit « T'as-tu un lexique de mots ou d'abréviations qui peuvent m'aider pour faire en sorte que, tu sais, je puisse comprendre plus rapidement et que, tu sais, je puisse participer à la discussion moi aussi. » Fait que, tu sais, c'est d'être capable de dire « Hey, j'ai pas compris ce qui est arrivé. J'ai, tu sais, posé des questions, aller chercher du feedback. » Puis bâtissez votre réseau au sein de l'organisation. Ça, c'est important. Puis des fois, on met trop de temps on met trop d'importance juste au poste et à la tâche, quand le réseau que vous allez bâtir autour de vous va être clé. Donc, d'apprendre à connaître les gens des différents départements, pas juste le vôtre, mais aller faire du networking tu sais, des fois, c'est à la machine à café, vous rencontrez quelqu'un, dire « Hey, allô, je suis nouveau, mon nom c'est Marie-André, toi, c'est quoi? » Vous allez connaître un paquet de gens, puis il y a plein de ressources, en fait, qui vont pouvoir répondre à vos questions puis vous aider. Fait que ce networking-là, dans l'intégration là, quand on commence un nouveau travail, il est super, super important. Ah, c'est vraiment des très bons conseils. Bien, merci beaucoup, Marie-André, pour cette belle conversation. Je pense qu'on va avoir répondu à beaucoup de questions des étudiants au cycle gradué. Merci de l'invitation. Pour ceux qui veulent poursuivre la discussion, je vous invite à écouter la capsule « Se positionner pour mieux cibler » sur le site web parcoursvision.ca. Merci d'avoir écouté. J'espère que cela vous a plu et on se revoit pour une prochaine capsule Vision.